Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'inconscient. On va faire cette vidéo qui servira de leçon sur la question. Donc la question que je vais traiter, c'est peut-on penser inconsciemment? Cette question renvoie à l'idée de pensée inconsciente, car il n'y a pas vraiment de problème à l'idée que tout ce qui se passe dans notre corps, comme la circulation du sang ou la croissance des os, eh bien, tout ça c'est inconscient, mais c'est normal, il n'y a pas de... Il n'y a rien d'étonnant à cela. En revanche, l'idée qu'il puisse y avoir une pensée inconsciente, c'est quelque chose qui a posé problème dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire des idées en Occident. Alors si on part, pour commencer, pour introduire cette question de l'opinion commune, comme ça nous arrive souvent en fait en philosophie, on part de l'opinion commune pour ensuite la critiquer, eh bien, on a tendance à voir que ce que nous pensons de notre action habituelle, c'est qu'elle est le résultat d'un choix conscient. Ce que nous faisons, c'est ce que nous avons voulu faire en sachant que nous voulions le faire. C'est une expression de notre subjectivité et donc de notre conscience. Et c'est pas étonnant puisqu'agir, c'est extérioriser une pensée. Subir, au contraire, être agité, mu, cela n'a rien de l'ordre de la pensée. C'est-à-dire quand on me pousse, par exemple, je ne suis pas conscient d'avoir voulu réaliser quoi que ce soit, je n'ai pas voulu une action, je n'ai pas voulu cela parce que je ne me suis pas représenté comme bonne. En fait, qu'est-ce qui fait que je vais vouloir une action ou vouloir un résultat? C'est que je vais vouloir le résultat. Et ce résultat, je le veux parce que je me le représente comme bon. Et quand il n'y a pas de représentation, il n'y a pas d'action, il y a juste du mouvement. Il peut y avoir différentes sortes de mouvements, mais ce n'est pas de l'action. Et donc, là où il y a de la pensée, il va y avoir de l'action. Mais là où il n'y a pas de pensée, ça va être difficile d'envisager l'action. Et donc, comme nous supposons être des personnes libres et responsables, nous supposons que toutes nos pensées sont conscientes. Sinon, c'est aussi notre identité personnelle qui serait en jeu. Alors, par identité personnelle, on peut entendre ici la continuité du moi, le fait que nous soyons toujours la même personne. Si il y a des choses qui se passent en nous sans que nous le sachions, nous ne sommes pas forcément vraiment celui que nous pensons être. Et ça pose un petit problème pour ce qui concerne la validité de notre existence. Pourtant, donc, ce qui s'oppose à tout ça, ce qui manifestement pose problème, et ce qui va faire qu'on peut réfléchir à cette idée d'inconscience, c'est quand même qu'il y a des zones d'ombre en nous. Alors par zone d'ombre, il faut entendre des parties qui nous échappent, des parties qui ne sont pas transparentes à nous-mêmes. On ne se comprend pas entièrement. Il arrive que nous ne sachions pas pourquoi nous avons agi. Ou même parler. Parce que parler, c'est difficile de dire que ce n'est pas une action, qu'il n'y a pas une pensée derrière cela. Et même pour ce qui est d'avoir des idées, des fois qui se présentent à notre esprit, on peut se demander d'où elles viennent. Et on peut être surpris du fait qu'elles nous viennent à l'esprit alors qu'on ne les avait pas voulu. L'action et la parole ici impliquent que nous avons extériorisé des pensées sans savoir lesquelles. Il y aurait donc bien de la pensée inconsciente. Alors qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple d'action? L'action passionnelle. J'aime quelqu'un et tout d'un coup j'agis de façon violente à son égard ou brutale. Pourquoi est-ce que j'ai agi ainsi? Je ne sais pas. Cela échappe à ma conscience. Je l'ai fait, pourtant. Et si je l'ai fait, si je l'ai dit, c'est bien qu'il y avait une idée derrière cela. Mais cette idée, elle n'est pas consciente, puisque je ne suis pas capable d'en rendre compte, je ne suis pas capable d'en répondre. Donc pour traiter cette question et ce problème de l'inconscient, donc on va voir que dans l'Occident, dans la pensée occidentale, il y a deux grandes conceptions qui vont s'opposer. D'une part, la conception moderne du sujet, et d'autre part, ce qu'on pourrait appeler la conception postmoderne du sujet. Celle qui vient à partir du XXe siècle, après Nietzsche principalement. Alors, la conception moderne du sujet, celle qui date de Descartes, eh bien, c'est une conception dans laquelle le sujet est entièrement transparent à lui-même. Le sujet n'a aucune zone d'ombre pour lui-même. Il sait tout ce qui se passe en lui. Alors, comme on va le voir, il y a des choses qui se passent dans le corps, dans la personne, qui ne sont pas
évident pour soi, ça Descartes le reconnaît tout à fait, mais du moment qu'elle relève de la pensée, pour tout ce qui va relever de la pensée, il n'y a pas de souci, on doit pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors, le projet de la modernité qu'il faut définir pour pouvoir comprendre ce que c'est que la postmodernité, eh bien, c'est tout simplement de développer la raison et les sciences par opposition à la pensée antique, dans laquelle, et notamment la pensée du Moyen-Âge, en fait, dans laquelle la foi pouvait prendre le dessus sur la raison. Eh bien, il s'agit pour Descartes de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, et ainsi d'utiliser notre raison. Il l'explique dans le discours de la méthode. Cette idée de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature est inauguratrice d'une certaine façon de la pensée contemporaine, de la pensée moderne en tant que telle, et c'est au moyen de la raison qu'il s'agit, et au moyen d'une raison consciente, qu'il s'agit de devenir ainsi maître de la nature. Mais pour dominer la nature, donc l'homme doit être maître de lui-même. La difficulté qu'il va y avoir en ce qui concerne l'idée de modernité, l'idée de se rendre maître et possesseur de la nature, c'est qu'il faut pouvoir se dominer soi-même. Cette idée, pour Descartes, ne va pas poser de problème absolu, puisqu'on peut tout à fait être maître de soi-même à certaines conditions, si on en a le courage, mais il n'y a rien qui nous en empêche fondamentalement. En ce qui concerne donc Descartes, pour l'instant, eh bien, on va voir que la pensée, c'est par définition ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l'apercevions immédiatement par nous-mêmes. C'est ce qu'il explique dans une de ses œuvres principales qui s'appelle Les Principes de la philosophie. Dans cette œuvre, donc, il nous explique que la pensée est quelque chose dont on s'aperçoit, dont on a conscience. Et donc, d'emblée, cela paraît contradictoire avec l'idée qu'il puisse y avoir une pensée inconsciente. Si on s'en aperçoit immédiatement par nous-mêmes, c'est que c'est de la pensée. Si on ne s'en aperçoit pas, ce n'est pas de la pensée. Il est évident qu'on ne s'aperçoit pas du fait que le sang coule dans nos veines ou qu'il peut y avoir toutes sortes de réactions chimiques dans notre corps dont on n'a pas conscience. Et ce n'est pas de la pensée, c'est juste une activité physiologique. Alors avec la conception postmoderne du sujet, avec Freud, donc, on va changer d'approche. Cette approche va être dominée par l'opacité. Donc, de Nietzsche à la société du divertissement, en passant par le mouvement punk, pour la petite histoire, on peut considérer donc que le sujet maître de lui-même, la raison porteuse de vérité universelle, le bien commun, sont critiqués comme des illusions. Donc, avec la postmodernité, qui commence principalement avec Nietzsche, qui se présente comme un critique de la culture occidentale, on va commencer à remettre en cause cette toute-puissance de la raison sur nous-mêmes et cette toute-puissance de la conscience dans la pensée. Donc le sujet n'est plus vraiment maître de lui-même, il va être considéré comme un être qui n'est pas nécessairement porteur de vérité universelle, y compris avec la raison qui le caractérise. Et donc, l'idée même de bien commun pourrait être critiquée comme une illusion, puisque on va aller vers une idée de la vérité qui va être beaucoup plus particulière, qui ne pourra plus du tout être aussi généralisée que c'était le cas auparavant. Donc, cette opacité qui va caractériser la pensée va conduire à une redéfinition du moi, avec Freud, comme ce qui n'est pas maître dans sa propre maison. C'est-à-dire qu'on va envisager ici la maison, qui consisterait dans le psychisme. Le psychisme, ou l'âme, ou l'esprit, c'est tout ce qui relève de la pensée, tout ce qui produit des pensées. Le moi, ce n'est que la partie consciente, pour Freud. Ce n'est que la partie consciente de l'esprit. Ce qui signifie qu'il y a toute une partie inconsciente, une partie donc qui relève quand même d'une pensée, un psychisme qui va produire des pensées, mais qui échappe au moi. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir envisager l'idée d'une pensée inconsciente. Pour finir cette introduction, je vais annoncer les parties qu'on va traiter. Dans un premier temps, en fait, on va se demander, avec Descartes, dans quelle mesure on peut concevoir une pensée qui soit toujours consciente. Donc si nous refusons avec la pensée classique, avec la philosophie classique, la notion de pensée inconsciente, comment rendre compte de tout ce qui peut échapper au sujet pensant et le concerner parfois très intimement.
Donc dans cette partie, je vais traiter de la pensée de Descartes et de son explication de l'idée que toute pensée doit être consciente, de sa justification de l'idée que toute pensée doit être consciente. Dans une deuxième partie, on se demandera si ensuite nous admettons qu'il existe de la pensée inconsciente, donc si on se place du point de vue de Freud, si on se place du point de vue d'une pensée plus contemporaine, comment parler de ce qui, par définition, devrait échapper à la conscience même? Comment peut-on prendre conscience de ce qui est inconscient? Et enfin, dans une troisième partie, on verra si l'idée de pensée inconsciente est vraiment indispensable pour rendre compte de nos zones d'ombre, de ce qui fait que le problème s'est posé, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de choses en nous qui nous échappent. Et donc, dans cette troisième partie, on va critiquer la pensée de Freud. On va montrer que, même si elle a eu une grande influence sur la pensée du XXe siècle, la pensée de Freud peut être mise en cause aujourd'hui, comme elle l'a déjà été pratiquement depuis les tout débuts. Depuis les débuts, Freud a été critiqué sur son hypothèse, et on va voir ce qui fait que on peut critiquer cela. Voilà.